bienvenue à un autre épisode de La Meute. Aujourd'hui, on parle d'économie au Bas-Saint-Laurent. En deuxième portion d'émission, François Gendron et Karine Malenfant vont discuter des deux approches par rapport à l'économie, macro contre micro. Pas celui-ci, mais on parle évidemment d'économie. On aura le segment La nouvelle qu'on a de poignée dans les dents, une chronique culturelle sur le rôle de directrice artistique lorsque l'on parle de théâtre et dans un instant, cette fois-ci, modèle économique, profitable ou non, coopératif ou non, lequel doit-on emprunter? C'est ce dont on va parler. Je vous souhaite une bonne heure avec La Meute. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Par le CLD de la région de Rivière-du-Loup. Un concentré d'expertise et de services. Malek, avec vous, là où ça compte. Quand on parle d'économie, que ce soit en région ou non, il y a plusieurs approches et plusieurs modèles que l'on peut emprunter. Mais quand on parle du Bas-Saint-Laurent, lequel devrait-on choisir? Et pour en discuter, j'ai avec moi Karine Malenfant, bonjour. Salut. Et Marc Fraser, bonjour. Salut Mathieu. Je vais tout de suite, commencer avec toi, parce que tu me l'as demandé avant le tournage. Sûrement, ça doit Je être vais pour te ça, traiter aux petits oignons. Oui. As-tu un modèle économique qui, selon toi, fait plus de sens pour la région? Ben non! C'est triste, c'est plate comme ça, mais en fait, ce qu'on souligne souvent, justement, de la région ici, de la MRC et dans une bonne partie de Bas-Saint-Laurent aussi, c'est la diversité de notre économie. C'est là où repose notre force et je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Il faut avoir plusieurs secteurs ou types d'économies qui sont fortes et il faut les soutenir en ce sens-là et les développer. Donc, de cibler un seul secteur, se peinturer dans un coin au niveau économique n'est pas une bonne stratégie. Et je pense que le Québec a relativement bien passé à travers la récession de 2008 à cause de cette diversité-là. Et donc, il faut la maintenir à tout prix. De ton côté, as-tu un penchant particulier? Est-ce que tu as une certaine préférence pour une vision ou une autre d'un modèle économique? Non, en fait, je suis assez d'accord avec Marc, effectivement. Et moi, je vais prêcher un peu pour monter ma paroisse, si on veut, la MRC de Rivière-du-Loup. Je pense que les différents secteurs sont assez bien représentés. On est une communauté entrepreneuriale qui est reconnue aussi. Puis oui, évidemment, les entreprises privées, mais aussi ce qui fait la force de ce tissu-là, c'est les diverses organisations puis les différents modes aussi d'organisation. Mais quand on parle d'économie sociale ou d'organismes sans but lucratif, ça ne veut pas dire que ces organisations-là sont déficitaires. Hein? Non, il ne faut pas entendre ça. Exactement, mais contraire. souvent, ça vient, ils vivent de charité. Encore des gens qui vivent de charité, alors que c'est pas ça. Moi, j'ai dirigé un organisme sans but lucratif et je fonctionnais exactement comme une entreprise avec des offres de services. J'avais des contrats avec des clients. Par contre, mon mode de gouvernance, là, on touchait on avait un conseil d'administration et là, c'est un autre mode de pensée ou un autre mode d'agir. Ouais. Malheureusement, par contre, je trouve qu'on ne mentionne pas beaucoup l'économie sociale. Lorsqu'on va entendre des discours sur le développement économique dans nos régions, tout ça, on va nous parler de l'entreprise, souvent de la grande entreprise, de la diversité économique, des petits entrepreneurs ou des PME. On sait que c'est le tissu économique du Québec et c'est notre grande force, mais rarement on va entendre émerger de la bouche de nos dirigeants le mot économie sociale. Bon, là, au niveau du chantier d'économie sociale, on a Jean-Martin Hossan qui a pris les rênes tout récemment. C'est quelqu'un qui a une immense crédibilité économique. Et lui, sa position, c'est de dire, bien écoutez, l'économie sociale, c'est un des grands piliers de l'économie, au même titre que les activités de l'État et les activités du privé. À cela, j'ajouterais par contre, et ça, il ne nous en parle pas, le secteur financier, qui est une économie virtuelle, de spéculation, et qui amène quand même de la richesse en région. Si on pense que les gens ont des fonds de pension ou des investissements privés et qui spéculent sur le marché boursier et qui font des gains pour peu que le marché soit bon, ils vont dépenser cet argent-là. Il y a une économie aussi financière qui existe. Donc, on aurait intérêt à mentionner ce type d'économie-là. C'est 150 000 emplois au Québec, quand même, l'économie sociale, et c'est 7 500 entreprises au Québec.
Et on a une certaine force à ce niveau-là. Il faut voir comment ça se répand aussi. C'est dans le milieu culturel, c'est dans le milieu de la santé et des services sociaux. Toute forme d'économie. Peut-être, penses-tu que l'économie sociale va venir à être plus accessible, si on veut, à quelqu'un qui serait de type entrepreneur? Parce que, tu sais, quand on passe à l'entreprise privée, ce qu'on entend souvent, c'est les entrepreneurs, c'est qu'ils font des heures incalculables, ils s'investissent beaucoup. Peut-être que c'est une façon de rendre l'entreprise ou l'entrepreneuriat plus accessible. Tu sais, quand on sait que pour 3 entreprises à vendre, il y a un acheteur potentiel, on a un grave problème de relève en ce moment au niveau des entreprises. Ça, il va falloir se pencher assez rapidement là-dessus. Là. Mais là où ça devient quand même particulier, c'est que lorsque l'on prend le temps de regarder le lendemain de veille qu'on a vécu après la crise économique de 2008, c'est qu'il semble y avoir tranquillement un désengagement vers le capitalisme. Est-ce que c'est encore au goût du jour pour une nouvelle génération qui aime choisir ses batailles, qui aime se battre pour quelque chose aussi, de dire « viens travailler pour faire de l'argent » plutôt que « viens travailler pour soutenir une cause ». On le voit de plus en plus au sein des petits organismes communautaires. On voit justement cette relève-là de jeunes travailleurs qui viennent parce qu'ils ont envie d'accomplir un mandat. Est-ce ça te chicote un peu, là, que tu dis... Ça te chicote? Oui, bien, tu sais, que tu dises faire une finalité dans la vie, c'est de faire de l'argent. Mais je veux dire, on a tous besoin d'argent pour vivre, là. Oui, puis, oui, je veux absolument. dire, pour moi, faire de l'argent en soi, c'est pas une fin, mais c'est un outil qui va me permettre d'atteindre certains objectifs de vie. Bon, mais écoute, tu sais, il y a plein d'entrepreneurs, eux, que c'est de développer un nouveau produit, c'est d'innover dans leur secteur. L'argent, je pense que moi, c'est un des facteurs, là, c'est pas le but ultime, là. Mais il y a quand même une différence entre la réalité dichotomique de lucratif et non lucratif. Mais est-ce qu'il y a encore une place pour ces deux-là? Parce qu'on voit des entreprises qui font beaucoup de chemin dorénavant, mais maintenant avec un mission statement qui est très soit social, qui est très soit écologique. Est-ce qu'on peut encore... Très peu d'entreprises vont se permettre de ne pas avoir de mission, de vision et puis d'avoir une inscription dans le social. Donc, je pense que ça, c'est répandu. Pour répondre à ta question, comment l'entrepreneuriat collectif peut-il aider à maintenir des entreprises qui manquent de relève? C'est une question qui se pose dans plusieurs milieux, effectivement. Parce qu'on se rend compte qu'un entrepreneur qui va reprendre avec les investissements en temps, en énergie, en capital, c'est difficile. Pourtant, des capitaux, il y en a un peu dans la région. Je te dirais qu'il y a quand même une génération là, qui possède une capitalisation, qui veut investir, qui obtient des rendements infinimum au niveau des institutions financières et qui se pose des questions. Comment je peux mettre cet argent-là à contribution dans mon milieu? Et donc, de faire des pools d'investisseurs comme ça, donc une propriété collective, pour soutenir un opérateur, c'est des idées qui font leur chemin. Mais les opérateurs sont durs à trouver, plus que les gens qui ont des capitaux à investir, étrangement. On a quand même la chance de vivre dans l'une ou d'exister dans la région d'une ville qui a maintenant une nouvelle tendance entrepreneuriale. Quand même. Quand on parle de Rivière-du-Loup, elle se classe très, très bien. C'est encore très bien classé au Québec dans le plus récent sondage. Comment ça se fait que ce modèle de vie-là, de dire je veux créer mon entreprise, fait plus de chemin ici qu'elle en fait peut-être, supposons, à Montérégie? Bien, premièrement, Rivière-du-Loup, c'est pas une nouvelle ville entrepreneuriale. Elle a une longue tradition entrepreneuriale. Mais si toi, tu vis dans une famille d'agriculteurs, tu as plus de chances de vouloir devenir agriculteur. Si tu habites à Rivière-du-Loup et tu baignes depuis ta tendre enfance dans un milieu entrepreneurial, tu vas avoir envie de devenir entrepreneur. Même chose pour les politiciens, tu sais, c'est par rapport à la façon que tu es élevé, ta culture. C'est par contagion, finalement. C'est une manière de voir, mais c'est certain que on parle souvent de culture entrepreneuriale, c'est normal, mais est-ce qu'on retrouve ici peut-être davantage de place, de marge de manœuvre pour réussir à faire sa niche, pour réussir à créer son entreprise? Est-ce que ça joue pas? Moi, ce que je constate, là, je ne suis pas originaire de la région, là, je suis un étranger depuis 15 ans là, dans le Bas-Saint-Laurent. Et je le demeurerai encore une bonne quinzaine d'années, mais c'est pas grave. Je persiste et je signe.
Ce que j'ai remarqué dans la région immédiate de Rivière-du-Loup, dans le Kamouraska également, c'est qu'il y a cette culture entrepreneuriale-là qui est phénoménale. Les gens ont leur job de jour et ils ont un projet entrepreneurial on the side. Quelqu'un va travailler, je ne sais pas, moi, dans un magasin le jour, il va faire de la photo la fin de semaine dans des mariages. Un autre va avoir une disco mobile. Le propriétaire, le gars qui travaille à l'usine, il a un lot à bois. Il fait de la production privée de bois. Et ça, j'ai remarqué ça, là, à peu près tout le monde a un ou deux sidelines ici. Cette économie-là parallèle, je ne vais pas dire au noir, j'ai dit parallèle. Oui, absolument. Bon, j'ai bien été entendu ici, là. Elle existe, mais est-ce qu'elle est compilée? Est-ce qu'on l'a dans les statistiques sur l'entrepreneuriat? Et si on l'avait, Je pense que ce serait plus important qu'ailleurs. Ça serait très intéressant de l'avoir, en tout cas. Moi, ça m'a frappé comme être humain, là. C'est très... expérience de vie, ce que je vous raconte là. C'est très people, très psychopop, mais c'est ce que j'ai observé sur le territoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates de ton côté, à travers la Chambre de commerce, qu'il y a plusieurs de ces entreprises-là qui ne permettraient pas d'aller chercher l'entièreté d'un revenu familial, mais qui sont une part importante de la source de revenus de Moi, ça va gens de la région? oui, ça existe, mais moi, je vais le sentir un peu moins au niveau de la Chambre de commerce parce que nos membres, c'est surtout des gens, des entreprises qui sont mieux établies, tout ça, puis qu'eux commencent à vouloir aller chercher, faire du réseautage ou chercher des services plus, au niveau des entreprises. Fait que ces gens-là, moi, je les rejoins un peu moins. Je voudrais ramener un autre point aussi par rapport à pourquoi Rivière-du-Loup. Je pense qu'on a aussi des entreprises qui sont bien établies sur le territoire, puis ces entreprises-là cherchent à innover. Fait que là, on fait venir sur notre territoire ou on fait revenir sur notre territoire des jeunes qui sont partis étudier à l'extérieur ou qui viennent de l'extérieur. Et là, qu'on leur offre des emplois avec lesquels on va utiliser leur cerveau, avec lesquels ils vont se valoriser. Puis ça, je pense que ça fait aussi une différence dans un milieu. Ah oui, ça nous prend ça absolument, là, parce que le niveau d'éducation s'accroît au Québec. On a quand même une société qui est passablement éduquée, donc on a tendance à être très autocritique à cet égard-là, mais c'est plus de 80% des personnes qui ont des études secondaires. Pas nécessairement complétées, mais on sait que le cheminement n'est pas nécessairement en ligne droite à cet égard-là. Donc 80%, 22% de diplômés universitaires au Québec, c'est quand même important et ça va aller croissant. Mais là, ces gens-là, si on veut les amener en région, si on veut les faire participer à notre économie, il va falloir effectivement soutenir des technologies, du développement technologique en région. Et c'est un peu ça notre grand défi, parce qu'on est très secteur primaire, oui, on a accompli un virage au niveau de la transformation dans l'agroalimentaire, de plus en plus, c'est génial, on aime ça, on voit aussi des micro-entreprises se développer autour de ce créneau-là, c'est génial, ça aussi on aime ça. Il faut voir par contre, est-ce que la réglementation leur permette de se développer puis de se déployer de façon adéquate. Mais on a besoin d'emplois dans le monde de la technologie, parce que nos diplômés universitaires ou dans le domaine du savoir, ben c'est ça qu'ils vont rechercher, là. Quand on dit on manque de main-d'œuvre qualifiée, ben des fois on a de la main-d'œuvre qui est surqualifiée dans des emplois sous-qualifiés. Et ça aussi, il faut s'intéresser à ça parce qu'on ne les gardera pas, les gens qui ont Mais en ce moment, quand même, la grande problématique dans la région, c'est pas qu'on manque d'emplois, c'est qu'on manque de main-d'œuvre. Bien, en fait, on a perdu 4000 quelques emplois l'année dernière et 3500 l'année d'avant. Fait qu'on est en décroissance au niveau des emplois. Ça, c'est une réalité. Oui, quand même, mais sauf qu'il y a quand même des emplois spécialisés sur lesquels on n'arrive pas à combler des postes. Absolument. Des entreprises d'ici qui s'en vont recruter en Europe des soudeurs là, en ce moment. Là, parce que le centre de formation professionnelle, il n'y a pas assez. Les métiers sont pas. Tantôt, je parlais des entrepreneurs, que c'est pas nécessairement valorisé, mais c'est un peu la même chose avec les métiers plus traditionnels. On valorise beaucoup l'éducation technique, universitaire, alors que, il y a des emplois de qualité aussi au niveau... Mais ça, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout, là, la dévalorisation des métiers traditionnels, que ce soit soudeur, plombier, mécanicien ou chauffeur de camion. On en a perdu tranquillement parce qu'on a surévalué ou survalorisé les études universitaires. Mais si on peut s'entendre sur le fait qu'il faut être capable d'offrir de bons emplois, quel modèle économique va être capable de réellement les amener en région? Est-ce dans ce cas-ci, puis je reviens un peu avec la question de départ, est-ce qu'il faut davantage se tourner vers une initiative à but non lucratif ou est-ce qu'il faut attendre que l'entreprise, plus à caractère, à but lucratif, à caractère privé, crée des nouvelles opportunités dans la région? Bien, il faut avoir une mentalité dans les organismes à but non lucratif
ou dans les projets d'économie sociale, de ne pas créer de la pauvreté autour de soi. Ça, c'est clair pour moi, là, ce mythe-là du sacrifice là, du monde communautaire et du collectif. Oublions ça. Il faut se donner des modèles, effectivement, qui vont permettre de créer des emplois de qualité pour donner des services ou fabriquer des biens pour la population. Mais des emplois de qualité, pas du cheap labor. Et ça, c'est un modèle d'affaires, dans le fond. Parce que si tu offres des conditions qui sont intéressantes pour une main-d'œuvre potentielle, tu vas aller chercher les meilleurs. Et donc, tu vas donner du meilleur et tu vas avoir un meilleur rendement aussi. Fait que c'est vraiment une posture d'entreprise et d'entrepreneuriat social, ça aussi. Et ça, faut qu'on se le rende dans la tête. Et là, il faut qu'on se le rende dans la tête aussi au niveau des bailleurs de fonds. On sait qu'il y a un soutien gouvernemental qui vient dans beaucoup de ces entreprises-là, mais il faut calculer les choses pour les choses. Un professionnel dans une entreprise d'économie sociale ou dans une entreprise à but non lucratif vaut la même chose que quelqu'un dans le réseau d'enseignement ou ailleurs dans l'entreprise privée. Il faut trouver les moyens de doter de bonnes structures. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans cette mixité-là. Puis un peu faire du pouce dans ce que tu viens de dire. Tu sais, les entreprises privées ils ont le droit à certains aussi crédits d'impôts au niveau de la recherche et développement, exemple, ou tout ça. Et les organismes sans but lucratif, eux, vont avoir plutôt accès à du financement via des programmes sur des projets en particulier, tout ça. Fait que je pense que chacun vont trouver leur créneau sans se compétitionner ou puis vivre tout ça en harmonie. Je veux dire, il y a des entreprises privées aussi qui font affaire avec des organismes sans but lucratif. Absolument. Et c'est pas parce que tu es une entreprise privée que tu vas mieux payer tes gens. Non. C'est ça aussi. Si on dit la fonction de l'économie, l'économie est un moyen pour développer une société. On ramène ça au social. Puis qu'est-ce que l'économie, sinon des échanges entre des êtres humains, là, à la base, c'est ça. Là, on a développé une science inexacte autour de ça. Mais à la base, c'est ça. Donc, l'économie est là pour la construction du social, d'un modèle. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que depuis peut-être 5-6 années, on a vu l'apparition d'un nouvel outil qui s'appelle le sociofinancement. Donc, moi, je peux inverser la question cette fois-ci et de dire, plutôt que d'attendre cette réponse-là du monde de l'entreprise privée ou à but non lucratif, est-ce qu'on ne devrait pas aussi, en tant que citoyen, dire, peut-être qu'on pourrait appuyer certains projets. Entre autres, à Québec, il y a eu l'apparition d'une plateforme de sociofinancement qui s'appelle La Ruche. On a tous entendu parler de Kickstarter, d'Indiegogo. Est-ce qu'on ne peut pas aussi espérer l'apparition de nouveaux projets ou de nouvelles créations d'emplois à travers un outil comme celui-là? Oui, effectivement, on voit que ça l'émerge. Et là, on est un peu déchiré quand on parle des nouvelles technologies, parce qu'on est très achat local. Hein? On est très achat local, il faut acheter localement, il faut soutenir. Oui, mais là, en même temps, on est très fiers quand une entreprise exporte largement ses produits, qu'elle est reconnue mondialement. Alors, on est déchiré dans cette situation-là. Et ce que nous apportent les technologies, c'est effectivement un accès à un marché potentiel immense. Il faut s'en servir, il faut être là, il faut reconnaître et il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que si ça peut être bon pour le développement d'un entrepreneur ici dans la région, alors pourquoi on serait contre ça quand c'est quelqu'un d'une autre région qui vend ses produits chez nous? Il faut jouer cette game-là, il faut être là. Puis en ce qui concerne le sociofinancement, il faut voir, c'est un outil supplémentaire. Je ne crois pas que c'est le sociofinancement, là, c'est comme de l'achat local. Mais là, tu finances localement une entreprise parce que La Ruche, c'est pour des projets de Québec. Si, mettons, on développe La Ruche Bas-Saint-Laurent, bien là, on va financer des projets d'entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent. Mais la différence, cependant, c'est que La Ruche est une des rares de ces plateformes-là à avoir pris un accent régional, en acceptant que des projets de la région immédiate de Québec. Les autres, tu peux financer un projet du Burundi, mais quand même, ça nous permettra peut-être d'ouvrir la porte vers le deuxième sujet de conversation, micro contre macro. Pourquoi vous me pointez quand vous pas parlez de macro? C'est un chandail un peu pêcheur. J'ai pensé à macro-poisson. Le lien s'est fait là.
Mais dans un instant, ou du moins dans la deuxième portion de l'émission, on tentera peut-être de démêler est-ce qu'on doit mettre plus d'accent sur l'ultra-régional ou l'alter-mondial. On en parlera un peu davantage avec François Gendron. Mais d'ici là, c'est le segment... C'est François le macro? Je pas ça sur ma gauche, peut-être. D'ici là, le segment, la nouvelle qu'on a de poignée dans les dents tout de suite après. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Par le CLD de la région de Rivière-du-Loup. Un concentré d'expertise et de service. Mallette. Avec vous, là où ça compte. Comme à chaque épisode de La Meute, on a un segment qui s'appelle La nouvelle qu'on a de poignée dans les dents. Des nouvelles qui, selon nous, auraient dû obtenir plus de couverture médiatique ou un autre type de couverture médiatique. Et pour ce segment, je suis rejoint par François Gendron. Bonjour. Salut. Et par Marc Fraser. Rebonjour. J'étais déjà là. C'est ça. Pas de surprise. Alors, dis-nous peut-être une surprise cette fois-ci. La nouvelle qui, selon toi, méritait plus d'attention ou du moins plus de couverture médiatique, c'est laquelle? En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de la direction des poursuites criminelles et pénales, qui se retrouve sur la sellette depuis le début du mois d'octobre, je vous dirais. C'est une instance qui est assez méconnue et c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler, parce que vous allez voir, il y a des éléments d'information que vous allez avoir entendus qui ont été spectaculaires, et puis là, ça a jeté un peu la lumière sur cette institution-là, mais moi, ça m'a intéressé à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là et en fait, ça m'a amené à faire une réflexion sur la séparation des pouvoirs dans notre société au niveau du pouvoir législatif et du pouvoir juridique. Donc, la direction des poursuites criminelles et pénales est créée en 2005. Le but de cette direction-là, c'est de scinder en fait le poste de ministre de la Justice et celui de procureur général, qui à ce moment-là est une même et unique personne au niveau de l'appareil législatif au Québec. Donc, on tente de vraiment avoir une séparation à cet égard-là et on crée la direction. La direction compte notamment 3 bureaux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé. On parle du bureau de lutte à la corruption et à la malversation, le bureau de lutte au crime organisé et sa division des projets spéciaux, et le bureau de lutte aux produits de la criminalité. Alors, présentement, il y a une refonte de la direction des poursuites pénales qui est en marche. La ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, travaille à une restructuration et un des effets, ça va être de fusionner les 3 bureaux. Selon les partis de l'opposition, la restructuration va aussi faire passer le nombre de procureurs qu'on retrouve au bureau de 110 à 60 avec une baisse salariale de 10 %. Il y aurait fermeture de bureaux régionaux de la direction des poursuites criminelles et pénales. Cette restructuration-là a déjà commencé à mettre de la chaleur et on a assisté là, au départ de certains procureurs qui avaient en charge de gros dossiers. Et explose une bombe en octobre, c'est que la direction des poursuites criminelles et pénales, en fait, abandonne les accusations, la poursuite de 5 Hells Angels dans un méga procès qui découle de l'opération Shark dans les années 2000. Et on abandonne donc le procès pour meurtre et gangstérisme sur la base que la poursuite n'aurait pas transmis les informations à la défense en temps opportun, ce qui va déclencher 2 enquêtes, une sur la façon dont la poursuite a agi dans ce dossier-là, et l'autre sur tout le concept des méga-procès. C'est sûr que ça vient marquer l'imaginaire. Un peu plus tard en octobre, autour de la 3e semaine d'octobre, nouvelle, en fait, l'UPAC, des membres de l'UPAC auraient révélé aux médias qu'il y a une certaine insatisfaction puisque des enquêtes, 6 enquêtes au moins, sont complétées depuis 1 an. Et au bureau de la direction des poursuites, on ne demande plus de complément d'enquête. Donc, on considère que les enquêtes sont complétées et les policiers s'attendent à ce qu'il y ait des accusations déposées, notamment en lien avec le financement des partis politiques, et 1 an plus tard, aucune accusation n'est déposée. Bien entendu, là, les spéculations vont bon train. Est-ce qu'effectivement, il y aurait de l'ingérence politique au bureau de la direction? Il y a des poursuites. Chez les policiers, on ne dit pas nécessairement qu'il y a ça, mais on dit qu'il y a des organisations parce que c'est en refonte et là, ça crée des tumultes et ils ne sont pas capables de livrer la marchandise.
Mais il faut quand même s'interroger parce que les gens se sont interrogés à haute voix sur justement l'impartialité du bureau des poursuites, dans la mesure où c'est le gouvernement et non pas l'Assemblée nationale, donc le gouvernement en place, qui nomme la personne qui est à la direction de cette instance-là. De même que le responsable de l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, à la lutte avec la corruption. Et donc, on se dit, pourquoi ce ne serait pas l'Assemblée ou pourquoi il n'y aurait pas une autre instance qui se chargerait de faire ces nominations-là? Et on sait également que c'est le gouvernement qui nomme les juges. Et on s'aperçoit que les 2 derniers directeurs du bureau de poursuite criminelle et pénale ont été nommés juges au terme de leur carrière sur place. Et là, on se demande, est-ce que effectivement, les gens qui vont poursuivre leur carrière et qui sont tributaires donc d'une décision gouvernementale pour la poursuivre pourraient entraver la bonne marche de la justice au niveau de ce bureau-là. Et donc, les projecteurs sont sur le bureau. Les principaux intervenants nous disent non, on vit très bien avec le fait que ce soit le gouvernement en place qui nous nomme. Donc, eux n'y voient pas de problème. Mais je pense qu'il va falloir un chien de garde et que la séparation des pouvoirs dans notre société, là, elle est cruciale et il faut s'interroger sur ces questions. Voilà, un long résumé, mais d'un dossier particulièrement important parce que, comme tu viens de l'expliquer, ça a des ramifications quand même assez profondes. Absolument. C'est une pierre qui roule, comme on dit. On y va peut-être d'une manière un peu plus ludique avec toi, François, parce que tu vas nous parler de buzzwords. Oui. Tu vas nous parler de buzzwords, de mots que tu es tanné d'entendre. En fait, c'est ça. C'est pas. Surtout que j'ai été appelé à la dernière minute à venir intervenir ce soir, n'est-ce pas? Mais, j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, mais il y a de quoi qui me fatigue souvent, puis régulièrement. Donc, j'ai pu l'apprendre au vol. Ça c'est encore arrivé ce matin en lisant le journal. Mais il y a plein de mots, là, qu'on retrouve dans le discours qui sont comme considérés, ils vont de soi, mais quand on ouvre le dictionnaire, on se rend compte qu'ils ne veulent pas nécessairement dire ce que le sens qu'on leur donne dans le discours normal, habituel, rapide, et parfois que c'est vraiment galvaudé, puis que ça ne veut plus dire grand-chose. Puis là, je vais en dire quelques-uns avec vous, puis on va s'amuser, voir si vous trouvez aussi que c'est des mots qui sont un peu... qui ont dérapé de leur sens initial. OK? J'en ai fait une liste de 33. On commence. On a le temps pour 27 secondes. Mon premier. Premier mot. Puis d'ailleurs, on en a parlé un peu, tout le monde était d'accord. La concertation. Hey, c'est un beau mot, la concertation. On en fait là, ici en ce moment. Absolument. Personne n'est controverti. Moi, j'ai souvent entendu des gens dire concertation, ça rime avec tourner en rond. Je m'excuse, là. Mais des fois, il y a trop de concertation, là. Ça finit par être lourd. Quand il n'y a plus personne qui est capable de prendre sa responsabilité ou agir sur sa mission, parce qu'il faut avoir le consensus de tout le monde avant de bouger, la concertation, à un moment donné, ça finit par nous bloquer, nous pogner l'impact. Ça devient lourd, la concertation, des fois. En tout cas, moi, concertation, c'est un mot que je commence à trouver qui est beau au départ, mais qui finit par devenir lourd en réalité. Finalement, il faudrait qu'on se concerte pour savoir si on devrait continuer à utiliser le mot concertation. Je pense que je veux juste dire que je ne suis pas d'accord. C'est bon. C'est là qu'on voit les vertus de la dictature. Non, mais c'est beaucoup plus simple. C'est vrai, c'est plus simple. Mais pas à long terme. Pas à long terme, tu regardes, il y a un autre terme justement qui est bien galvaudé. C'est mon deuxième best. Développement durable. Le développement durable. Oui. Hey, c'est un mot qu'on a vu souvent. T'es pour, hein? Moi aussi. Puis, développement durable, par contre, ça a malheureusement été pas mal assimilé à juste la couleur verte, ou juste dire qu'on est écologiste, hein? Vite de même, là, tu sais. Puis c'est pas mal plus que ça, le développement durable. Comment tu disais tantôt, tu as les C'est une hydre à t'as trois trois terres. As-tu fait ton cours classique? J'ai fait de ma littérature. C'est beau, la quand même. culture. Bon. On fera connaissance après l'émission, Mais s'il lui, vous quand il plaît. a le sens des mots, c'est important. C'est important. Développement durable, ça a été pas mal dit. Il y a Oui. trois sphères. C'est le social, c'est l'économique et c'est l'environnemental. Les trois pris ensemble, mais on l'utilise pas mal autrement, dans le sens beaucoup plus réducteur que ça. Bon, développement durable, c'est mon deuxième meilleur. Mon troisième meilleur. Lui, de ce temps-là, on l'entend tout le temps. L'innovation. Ah oui, Hey, c'est bon. l'innovation. Mais tout le monde veut innover, là. Puis je viens de village, puis j'adore les villages. Mais quand j'entends un maire de village dire que nous allons innover, que notre village sera maintenant la capitale de l'innovation, je ne sais pas, de Saint-Merci ou de n'importe quoi, l'innovation, c'est quelque chose qui dérange.
Les gens innovants sont fatigants. Ils sont des tannants. Pour innover, puis pour innover, il faut faire différent que ce que le reste du monde pense tout le temps. Puis pour innover, il faut démolir ce qui était avant pour être capable de faire du nouveau. Puis 80% au moins du monde n'aime pas ça quand on démolit le fauteuil dans lequel ils sont assis pour dire vous allez en avoir un nouveau qui va peut-être être plus confortable. Hein? À l'innovation, on en parle beaucoup, mais on oublie souvent que ça donne des brûlures d'estomac en réalité. C'est vrai. C'est pas le fun, c'est Non. pas cute. Non, c'est Hey, rough. Si les frères Wright avaient pu ne pas inventer l'avion, on serait d'autant plus à l'aise. Confortable. aujourd'hui. Oui. Absolument. Ils étaient tellement pas vivables, ces innovants-là, qu'ils n'ont jamais trouvé de femme à leur goût. Hein, ils sont restés vieux garçons tout le temps. Bon, voilà, des innovants en blanc. Pour parler des frères, les frères Wright, c'est mes meilleurs, je les adore. Mais mon dernier. On les a la semaine prochaine à l'émission. Ah! Mon dernier, non le moindre. Attention, les gars, vous êtes prêts? Oui, vas-y. I. Et... I. C'est pas tanné d'entendre. Ils vont nous faire ça. Ils sont en train de nous organiser. Ils veulent notre mal. Ce I-là. Des eux mystérieux qui sont en train de comploter quelque part contre nous, là. Ouais. C'est qui ça, I? Sa version. Moi, j'ai hâte qu'on me le montre, là, qu'on me le présente. Tu veux des noms? Non, un vrai I, là. Qui contrôle tout ça, là, en arrière de son petit bureau avec des lunettes noires, là, puis qui a tout compris, puis qui pèse les pitons, puis qui dit le I. Moi, ce I-là, je ne sais pas s'il existe réellement, là. Prochain méchant avant James Bond. Probablement. Ouais, c'est bon! Après Q, il y a I, c'est correct. Ben On a ouais, déjà un précédent. C'était ça, moi, je suis très curieux. Il y en aurait une liste, voulez-vous que je continue? Non, c'est beau. Les autres, ce sera après l'émission. Donc, écoutez, ce message aux journalistes, si vous voulez que François Gendron fasse de l'urticaire, écrivez dans votre titre, il se consulte et se concerte. Il se consulte et se concerte pour parler de développement durable et d'innovation. Et de mon côté, une nouvelle peut-être un peu plus positive, terre à terre, Halloween à la Pocatière, plus de 10 000 personnes qui sont venues profiter d'un événement comme celui-là. La population fait à peine 4 264 personnes selon le recensement de Statistique Canada en 2011. Donc, c'est la preuve qu'un événement, lorsqu'il est bien sélectionné et de niche, peut aider énormément la réputation d'une municipalité. C'est déjà tout pour ce segment de nouvelles qu'on a de poignées dans les dents. Dans un instant, notre deuxième segment, micro contre macro. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Par le CLD de la région de Rivière-du-Loup, un concentré d'expertise et de services. Mallette, avec vous, là où ça compte. Pour ce deuxième sujet de discussion, dans un épisode qui parle d'économie, on positionne la microéconomie contre la macroéconomie. Et pour en parler, j'ai François Gendron, rebonjour. Bonjour. Et Karine Malenfant, rebonjour encore une fois. Salut. Voilà. Alors, on commencera, cette fois-ci avec François. On va mettre de la pression. Il va falloir que tu nous démarres ça de la bonne manière. Est-ce que c'est mieux d'être focusé sur soi ou focusé sur une économie at large? J'ai commencé par une image. Par une image. Ouais. Tu vas me En dessiner fait- un mouton? En fait, c'est parce que je ne pense pas qu'on puisse opposer micro et macro, pour commencer. Ça ne s'oppose pas. C'est des échelles. C'est juste des échelles. On ne peut pas poser des échelles. Ça dépend. C'est des lentilles. Si tu veux voir des microbes, tu prends un microscope. Si tu veux voir plus large, tu vas prendre un macroscope. Si tu veux voir plus loin, tu vas prendre un télescope. C'est des lentilles avec lesquelles on doit regarder certaines réalités. Puis le micro et le macro, je pense qu'on peut encore moins les opposer, qui sont règles générales intimement liées. Toi, moi, nous tous, la table, nous sommes composés d'atomes. Oui, Dans le plus petit individu, même dans le Lego, là, dans le plus petit qu'on pourrait l'amener, dans le plus petit micro, même on est plus en bas du micro, les atomes dépendent des lois gravitationnelles qui sont dans le plus grand macro. Tout ça est lié. Tout est dans le tout. Tout est dans tout. Tout est dans le tout. Alors, je pense qu'à poser le micro et le macro en partant, c'est peut-être poser la question de la mauvaise façon. Par contre, si on regarde la nature des flux qu'il y a entre le local et le mondial, si on veut prendre ça comme ça, est-ce que ces flux-là sont à l'avantage du mondial, au désavantage du local? Est-ce que le local a plus à faire que le mondial? Là, on pose la question d'une manière peut-être plus opérationnelle en économie
politique, parce qu'on parle d'économie politique, là, pas juste d'économie, je pense. Parce que l'économie, tout est dans tout. Tout est dans tout. Es-tu d'accord avec que tout est dans tout? Tout est dans tout. Moi, je suis assez d'accord. Je vais l'illustrer par 2 exemples. Mon Dieu, on va avoir des diagrammes ce soir? Oui. Premier exemple, un artisan qui est à l'île verte. C'est un exemple vrai, là, 2 exemples vrais. Premier, un artisan qui est à l'île verte. Lui, il crée des objets à partir de bois. OK? C'est un artisan du bois. Il est tout seul dans sa maison à l'île verte, dans son atelier, mais il vend partout dans le monde. Parce que lui, en 2010, il a fait le pari de vendre sur Internet. Et là, maintenant, il est vraiment partout. Californie, il est en Europe. Ses produits sont distribués partout. Deuxième exemple. Puis là, je suis tannant parce que je vais revenir à moi encore. Puis pourtant, moi, je ne suis pas narcissique ou... Es-tu narcissique? Non. Veux-tu qu'on en parle après le show? On pourra. Dans une autre vie ou même dans ma vie actuelle, je dirige un organisme sans but lucratif. Je fais partie d'un réseau régional qui, lui, fait partie d'un réseau national. Puis, alors qu'on ne se nuit pas entre nous, chacun des niveaux a son utilité, on s'auto-alimente. Je pense que ça nous permet aussi d'aller plus loin, soit dans nos actions ou dans nos réflexions. C'est la même chose au niveau peu importe l'entreprise. Tout à l'heure, tu as parlé de niche. C'est évident que il y a un reportage qui fait des économies, mais on parle de la mondialisation comme si c'était nouveau. On parle du commerce électronique comme si ça avait tout d'un coup rendu le commerce mondial. Mais c'est parce que depuis qu'il y a du commerce, depuis qu'on a inventé les bateaux, en gros, puis les chameaux peut-être avant, ça existe, les échanges transnationaux. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est assis ici au Québec, au Canada, c'est que c'était assez important d'aller chez des épices qui sont ramassées ici, puis il y en a qui ont collé. C'est pas neuf. Notre présence ici l'explique, puis ce qu'on fait ici localement dépend d'abord d'une histoire qui est macro. Un autre exemple, réel, concret, la ville de Rivière-du-Loup, la ville de Rimouski, la ville de Lapocatière, la ville de Montmagny, la ville de Gaspé, la ville de Sainte-Anne, 9 villes du Bas-Saint-Laurent, on peut les nommer, là, Matane, font partie d'un réseau qu'ils ont créé entre elles qui s'appelle le réseau des villes innovantes. Pourquoi? Comment ils ont fait? Ils se sont rendus compte qu'il y a des pôles d'innovation dans le monde reconnus. Je dis Silicon Valley. Vous savez probablement que ça existe en Californie. Il y en a 3, 4, 5 comme ça dans le monde. Puis c'est des gros morceaux qui existent depuis 30, 40 ans. Puis c'est des modèles de développement pour d'autres gens aussi. Ça existe au niveau québécois. Les parcs scientifiques sont liés dans un réseau qui est affilié à ça. Puis ces petites villes-là, qui n'étaient pas assez grosses pour avoir un parc scientifique gros comme Québec ou Montréal, par exemple, ils se sont mis ensemble sur la base des complémentarités de leur expertise. L'un dans l'éolien, Gaspé, l'un dans la transformation alimentaire, on ne le nommera pas, l'autre dans la transformation métallique, l'autre. Toutes des forces qui ont spécialement, puis qui ont un niveau mondial en termes d'expertise et de technologie appliquée. Ils se sont mis ensemble pour faire une offre de service, pour joindre le réseau national des parcs scientifiques, qui lui-même est lié à un réseau international. Puis ces gens-là échangent les meilleures pratiques mondiales, puis ils ramènent dans l'environnement local par la suite. Bon, macro, micro, l'opposition. Mais c'est certain qu'on peut zoomer et en fonction de la distance qu'on prend, on va avoir un portrait différent. C'est ça. Mais quand on parle d'économie au niveau de l'angle du consommateur, c'est toujours une question de choix. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Est-ce que je viens supporter l'artisan qui a décidé de prendre une place sur un marché international? Ou est-ce que je fais des choix de consommation où je me dis, je vais peut-être aider un commerçant local qui, lui, a la majorité de son activité économique dans un rayon immédiat? Donc oui, il y a quand même une capacité de les mettre en rapport l'un avec l'autre. Ils sont toujours liés. Oui, c'est certain qu'ils sont toujours liés. Mais j'ai un choix à poser, j'ai une action que je vais décider de faire. Donc, à quel moment je décide, supposons, de jouer un rôle au niveau de ma microéconomie, mon économie régionale, plutôt que d'aller consommer peut-être chez Walmart et de jouer un rôle plus large sur l'économie internationale. Il faut le revoir. Comment est-ce que Walmart achète dans ta localité aussi par rapport à ce qu'il vend? Tu pourrais être surpris des achats qu'ils font localement. On dit Walmart comme le grand méchant, comme le McDonald's, comme le ci, comme le ça. C'est un exemple. Justement, c'est l'exemple qu'on prend tout le temps. Mais il faudrait regarder la façon dont les Walmart, justement, font des achats locaux. Puis ont eu même une politique d'achat local assez Comment les McDo sont des exemples. Je ne veux pas les défendre, ils n'ont pas besoin de nous. Au niveau de l'employabilité étudiante. Il y a des politiques que les autres suivent.
En fait, où moi, là, je vais me poser une question, c'est au niveau du tourisme. OK, exemple. Bon, Rivière-du-Loup, on est reconnu deuxième plus beau coucher de soleil au monde. Ça se passe à Rivière-du-Loup, tu sais. Mais là, on joue quand même dans l'économie mondiale. On se bat pour aller chercher des touristes, tu sais, d'un peu partout dans le monde. On est dans... Puis là, tu sais, oui, c'est le coucher de soleil, mais c'est aussi l'offre d'hébergement, l'offre de restauration, les attraits, les ci, les ça. Là, on est comme dans plein de petits points, là, plein de petits micros. Puis là, on joue dans le macro, tu sais, est où la limite, là? L'achat local, belle expérience. Il y a des fabricants ici d'équipements agricoles dans notre région, des entreprises qui fabriquent depuis des générations d'ailleurs, qui ont fait beaucoup d'innovations, entre autres, qui sont encore des entreprises qui vendent maintenant au niveau mondial. Ils ont aussi vendu le commerce électronique et tout ça. Je pense à des souffleuses, je pense à des choses comme ça qui sont faites dans la région. Mais pour faire ils font tout ça avec la main-d'œuvre locale, puis ils essaient d'acheter le plus possible des biens qui vont transformer localement. Mais telle petite vis qui sert à tourner le truc à un moment donné, elle est faite en Chine. Parce que ça va mieux de même, c'est plus pratique, puis ils sont capables de rester, puis de faire encore, puis d'avoir encore 40 emplois locaux, ou 50, 60, parce que ça, ce bout-là, ils ont été le chercher dans le marché mondial, qui, effectivement, s'est beaucoup ouvert depuis le commerce électronique. Là, on ne peut pas nier ça non plus. En même temps, au niveau de tout ce qui est informatique, on est en région ici, on est à peu près 3 ans en retard sur Montréal, et Montréal est en retard d'à peu près 5 ans sur, exemple, les grands marchés Tel Aviv ou New York, tout ça. Fait que... Mais tu as souligné un point quand même important, Karine, c'est qu'il semble y avoir un paradoxe au niveau de la conscience, où d'un côté, on valorise outre mesure la consommation locale, puis on n'hésite pas un instant à sortir les pompons pour soutenir une entreprise qui est en train de se démarquer sur la scène internationale, ou un conglomérat de municipalités qui décide de jouer un rôle sur une scène mondiale. Est-ce qu'on est capable de jouer ou de danser à ces deux rythmes-là en même temps? Oui, pourquoi pas? Je veux dire, une entreprise qui va aller exporter à l'étranger, va faire entrer des nouveaux capitaux dans la région, va créer des emplois. Ici, probablement, nous, qu'on va garder dans nos sièges sociaux d'entreprise, on va garder tout ce qui est l'innovation. Hein, la vraie. En développement durable, apparemment, ça fonctionne. Avec beaucoup de concertation, par exemple. Oui. On va garder l'innovation, la recherche et développement, la conception, le packaging, le marketing, mais tout quand on va arriver au niveau de la conception, de la production, pas de la conception, mais plutôt de la fabrication du produit, ça va s'en aller dans un autre pays. Mais nous, on va garder plus ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et là, c'est là qu'il faut jouer sur les cerveaux. C'est des tendances qui sont macro et que localement, on doit s'adapter. Sinon, c'est les gens qui perdent les ouvrages. Bon, les villages ferment. Aussi, on le voit à cause des changements macro. Souvent, quand on fait de la planification stratégique en entreprise, où on identifie dans le macro ce qu'on appelle des menaces. Ça, contre quoi tu ne peux pas faire grand-chose sauf te prémunir ou trouver une parade. Puis là, c'est là que la créativité et l'innovation des petits milieux jouent souvent des surprises à du monde qui ne verront pas venir. Le plus gros exportateur mondial de sirop d'érable en bouteille, il est à Saint-Paco. C'est le plus gros au monde. Il fournit le pape en passant. Il fournit tout ce monde-là. Mais c'est pour dire qu'il y a moyen de le faire, puis c'est du sirop d'ici, là. Mais c'est une expertise qui s'est développée localement parce que le gars a vu quelque chose, puis on parlait tantôt des patenteux, des sadaneux, puis de l'entrepreneuriat. C'est vrai, en passant. Il y a beaucoup d'idées d'entreprise, des fois des petites affaires qui partent de pas grand-chose. Il ne faut pas tracer une ligne entre le micro et le macro, sauf que... Tout est dans tout. Là, je vais te faire plaisir, là, parce que tu voulais qu'on arrive là. Il y a une chose il y a bien des amis marxistes ou économistes qui vont capoter en disant ça. C'est la culture qui détermine les sociétés. Ce n'est pas les modes de production économique ni les régimes politiques, c'est la culture. Ça veut dire que les modes, même économiques, sont asservis à la culture. Un changement culturel va changer les décisions d'achat des consommateurs, donc va changer le mode économique. Actuellement, on assiste depuis 5 ans à un retour du secteur manufacturier des économies dites avancées. Pourquoi? Parce que le développement durable et toutes les idées qui viennent accrocher après font que maintenant le consommateur se sent responsable d'achat local. Fait que s'il s'agit d'aller acheter une pelle, ça se peut qu'il décide d'acheter une Garand qui est faite à Saint-François-de-Montmagny, plutôt que d'aller une pelle faite en Chine, parce que là, il va y penser. Bien, elle est encore faite à Saint-François-de-Montmagny. À un moment donné, ils ont envoyé les poignées en Chine, puis ils ont ramené.
Je vais peut-être changer le discours un peu, ou du moins le positionnement de la question. Je suis un entrepreneur. Je viens de préparer mon analyse, mon SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, puis mes Threats. Juste à voir. poème, Oui, en français. Mais là, de dire, bon, ben, je suis un entrepreneur, j'ai un projet, j'ai une idée. Est-ce que je vise le marché international? Ou est-ce que je devrais viser pour devenir peut-être un acteur pas plus productif, mais quand même plus engagé? C'est un produit que tu n'es pas capable de faire voyager autrement qu'avec bien des complications de réfrigération, plus que 30 km, puis tu vas produire toi tout seul avec ta tante. Bien là, tu ne vises pas le marché international, tu ne fourniras pas. Vise le marché local. Mais ça, c'est un exemple. Et si tu as inventé la petite patente qui va remplacer le trombone, là, je pense que tu es peut-être mieux de penser mondial. Mais supposons que dans les possibilités ou le monde des possibles des entreprises, que la majorité se situe entre ces deux extrêmes-là, de j'ai un rayon de 30 jours au niveau de la livraison, ou bien je viens de révolutionner les papeteries partout dans la planète, là. Mais supposons que je fais des souliers dans la région. Est-ce que j'y vais davantage? Puis je me dis, je peux jouer un rôle actif dans ma société en visant le micro plutôt que de viser le macro? Mais tu sais, quand tu viens avec des produits très spécialisés de luxe où là, tu te retrouves dans une petite localité, je pense que tu es mieux de viser plus large que plus restreint. Encore là, on parle encore du produit. Moi, là, selon moi, là, les seules entreprises qui sont vraiment d'ordre micro, là, ça va être ceux qui vont offrir des services à la population. Tu sais, exemple, un dentiste, là, il veut bien, là, mais il ne se vendra pas, il ne fera pas des soins dentaires. Des traitements de canal, c'est difficile à exporter. C'est professionnel. Exact. Puis, tu sais, la restauration. D'intervention, je dirais. C'est ça, restauration, hébergement. Mais tu sais, vraiment des services directs. Mais ça nous amène ailleurs, je pense. Ça nous amène ailleurs. Ça nous amène à cette idée-là. L'entrepreneur, là, peut-être que lui, dans son projet d'entreprise, il y a aussi de donner de l'ouvrage à du monde dans sa communauté. Ça fait partie de sa motivation, peut-être bien. Ils ne sont pas tous juste là, rien que pour le cash. Il y en a qui ont d'autres projets puis d'autres valeurs. Puis ça se développe de plus en plus parce qu'on voit chez les jeunes là, qui arrivent, puis les jeunes, c'est en bas de 35 ans, là, et 30 ans même, puis on voit beaucoup de projets d'entreprise qui ont quasiment tout le temps. C'est une entreprise privée, je vais faire ça, mais il y a une composante sociale, où il y a une composante environnementale, il y a une composante locale, où il y a une composante d'intégrer. Puis ça, on le voit de plus en plus. Fait que les projets d'entreprise sont en train, en tout cas ceux dont je parle, de recouvrir plus d'une dimension humaine. Et je pense que même les grandes entreprises vont aller vers là, parce que c'est ça qui est en train de passer dans la culture des gens. Les gens ne veulent plus acheter anonyme. Puis si les gens ont changé de manière... Puis là, je parle des gens dans nos sociétés en Occident. Là. Si on parlait d'Afrique, si on était en Afrique, où j'ai travaillé quelques années, on aurait un autre, on ne parlerait pas de la même affaire. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir un mandat plus humain ou une vision plus humaine de ton entreprise, que ça permet de complètement sublimer la question du micro puis du macro, de complètement de la mettre de côté? Bien non, parce que ça fait partie de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Tu sais, tantôt, j'ai donné l'exemple du dentiste, là, mais le dentiste, là, il va faire de la formation continue, il va s'informer de c'est quoi les nouvelles techniques ailleurs, tout ça. Même lui, dans son trait micro, dans son trait local, va avoir besoin du macro autour de lui pour s'alimenter. Fait on a une pâtissière dans la Meurthe. On a une boulangère, pardon, dans la Meurthe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre amie Marianne. Mais elle nous a bien dit, puis elle fait du pain ici. C'est quelque chose que tu ne vas pas envoyer en Chine. Là. Son pain, il faut qu'il soit frais, tu le manges là. Bon. Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle ne va pas se priver de son café le matin. Et il n'en poussera pas ici du café demain matin. Quoi qu'il y ait un article dans Devoir qui est sorti qui dit qu'avec le réchauffement climatique, on pourrait voir des changements au niveau de l'agriculture au cours des 20 prochaines années. Mais d'ici là, c'est long. On parle du café de demain matin, là. Supposons, okay. Oui. D'accord. Mais dans une réalité où on cherche des solutions. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai un plan de match? Pour moi, t'as un statement. Non, mais j'ai pas de statement, mais j'essaie juste de me positionner dans une réalité où on essaie plus souvent qu'autrement de restimuler l'économie dans la région at large, entre guillemets, de dire, bon, ça va donc bien mal, puis il manque des emplois, puis etc.
Est-ce que ces solutions-là arrivent avec une vision qui se veut mondiale, de dire qu'il faut jouer sur ce grand échiquier-là, ou est-ce qu'on devrait vraiment tenter de mettre de l'avant ces petites solutions-là qui sont très axées vers les problèmes immédiats, les problèmes régionaux, Oui, mais en les problèmes inscrivant géographiques? toujours dans la perspective mondiale. On vit sur la planète Terre quand même. On ne changera pas. Si tu changes de 10 degrés la température, on ne cultivera pas la même affaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de 2 degrés, on ne cultivera pas la même affaire. 10 degrés, on n'en parle même pas. 4, il y a pas mal de villes qui disparaissent dans le monde. On veut-tu en parler, l'influence du macro, là? On ne peut pas faire sans l'influence du macro, là. On peut-tu juste dire comment est-ce qu'on Puis c'est tire pas notre parce épingle que- du jeu le mieux possible? C'est pas parce que tu joues dans le monde, macro dans le macro. que tu n'as pas d'influence, tu n'as pas d'impact sur ton micro. Ben, au contraire. Je veux dire, on a ici des entreprises multinationales qui redonnent à la communauté, qui embauchent, qui donnent des emplois de qualité à des professionnels, puis qui c'est ça. Il y a un niveau technologique dans la région, puis je peux le dire parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là assez longtemps, il est reconnu dans le monde qu'on a les meilleurs soudeurs au monde. Au monde. Puis ça, c'est des gens comme Bombardier qui le disent. Puis ils sont partout dans le monde, puis ils le savent. Ils viennent faire des formations, les soudeurs à grandeur du monde, dans notre région. Pourquoi? Bien parce qu'il y a eu des entreprises qui ont eu des exigences de niveau mondial. Quand tu fais, par exemple, des avions, des métros, tu as un niveau de qualité que tu n'as pas le choix pour assurer la sécurité, là, qui fait que ça monte tout le monde d'un cran. Ça fait des emplois avec plus d'éducation nécessaire, donc des emplois mieux rémunérés. Ça structure le local aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose... Je sais pas, j'ai l'impression que dans la formulation micro versus macro, il y avait comme un enjeu, il y a un méchant quelque part. Alors Moi, que- je le vois pas, le méchant, là. Ouais. Je le cherche depuis tantôt, Ouais, je le vois pas. ouais, là. c'est pas une menace. C'est pas une menace. Oui, il y a des menaces. On vient de le dire, par définition, quand ça tombe sur la gueule, le réchauffement climatique. Oui, oui, mais en même temps, souvent quand tu as une menace, tu es capable de trouver une opportunité qui... Bien, ça crée aussi. En passant, l'innovation, ça se fait par des crises. Puis les crises, souvent, on ne les voit pas venir. Eh bien, voilà. On finira sur cette note-là. Que les crises, on ne les voit pas venir, mais que les solutions proviendront tant du régional, du micro que du macro dans ce cas-ci, parce que tout est dans tout. En harmonie. Tout Voilà, est dans c'est ça, tout. c'était ça le mot de la fin. Ouais. Tout est Et dans dans tout. tout. Voilà. Dans un instant, la chronique culturelle avec Marie-Amélie Dubé. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Par le CLD de la région de Rivière-du-Loup. Un concentré d'expertise et de services. Mallette. Avec vous, là où ça compte. La Meute, c'est aussi la culture et comme vous le savez probablement, à chaque émission, on a une chronique culturelle et aujourd'hui, c'est Marie-Amélie Dubé. Bonjour Marie-Amélie. Allô, ça va bien? Toujours. Excellent. Et tu vas nous démystifier aujourd'hui la mise en scène quand on parle de théâtre. Pourquoi c'est important selon toi de mettre en lumière le travail de ces acteurs qui sont en arrière du rideau? Tiens? Bien, tout d'abord, ça arrive souvent quand les gens me demandent dans la vie qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, bien, je suis directrice artistique d'une compagnie de théâtre, je fais de la mise en scène. Ah, c'est intéressant. C'est souvent la réponse qu'on me donne et les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, puis qu'est-ce que ça fait. Donc, je pense que comme créatrice, comme acteur culturel de mon milieu, c'est aussi de ma mission de faire connaître ces pratiques-là, d'éduquer, dans le fond, le citoyen à savoir c'est quoi ce métier-là, puis de le rendre plus accessible, plus compréhensible. Bon, ben, qu'est-ce Donc, que tu fais? directrice artistique, dans le fond, la directrice artistique ou le directeur artistique, c'est la personne qui a la santé créatrice de la compagnie entre ses mains. C'est elle qui va donner la ligne directrice à la programmation. C'est elle qui va choisir quelles sont les œuvres qui vont être abordées dans une année. C'est elle qui va aussi donner des défis à des amis metteurs en scène, qui va dire « Ah, j'ai lu un texte, ce texte-là, je suis sûre que ça pourrait t'intéresser. » C'est elle, il y a aussi des metteurs en scène qui vont venir la rencontrer, vont lui dire « Hey, tel texte, j'aimerais peut-être ça monter ça, j'aimerais ça adapter ça, qu'est-ce que tu en penses, peux-tu le lire? » Donc, comme directeur artistique, premièrement, il faut lire beaucoup. Pas lire seulement du théâtre, parce que de plus en plus, on adapte des romans, on adapte des nouvelles au théâtre aussi.
Donc, c'est vraiment un travail aussi de longue haleine qui est constant. On lit constamment des textes. Je suis déjà en train de travailler sur la programmation 2016-2017 du Théâtre du Loup de Cambronne, alors qu'on vient de terminer notre première production 2015-2016. C'est vrai que c'est très bien passé d'ailleurs. Donc, absolument. Donc, c'est un travail qui nécessite aussi beaucoup de capter dans quel milieu on est, de capter quel type d'œuvre pourrait intéresser son milieu. Donc, d'être en contact avec les gens du milieu, de ne pas nuire non plus à l'écologie culturelle de ton milieu. Ici, à Rivière-du-Loup, par exemple, on a déjà des œuvres théâtrales. On a une école de théâtre, l'école Françoise Bédard, qui offre du théâtre amateur, qui vont être très dans du théâtre très classique. Ensuite, on a au Centre culturel qui a une programmation qui est plus accessible, plus populaire. Et en créant le Loup de Cambronne, on s'est questionné comme direction artistique, qu'est-ce qu'on peut amener de différent pour ne pas entrer en compétition ou dans la cour des autres. Donc, comme directeur artistique, il faut se questionner justement sur la faisabilité d'amener quelque chose de différent. Et est-ce que ça va répondre à un désir, à une curiosité de la population? Ensuite de ça, il faut consulter son directeur général. Parce que souvent, oui, c'est ça, parce que souvent, le directeur artistique, il va avoir plein d'idées et il faut qu'il vérifie la faisabilité de la chose. Donc, au point de vue financier, il faut vérifier quelles sont nos limites à respecter. Et une fois que le cadre financier est établi, là, c'est plus simple de choisir. Comme par exemple, cette année, on a des productions à 2 comédiens parce que quand on en a 10, ça coûte un petit peu plus cher. Mais là, Marie-Amélie, c'est-tu pour ça que Benedict Cumberbatch n'était pas dans Circus Minimus? Non, mais c'est parce qu'on veut le savoir, là. C'est quoi ta prochaine question? Mais quand même, ça nous donne une très, très bonne idée pour ceux qui sont intéressés à en apprendre davantage. Sur la direction artistique. Le temps file à une vitesse incroyable, Marie-Amélie, mais connaissant déjà les succès de Circus Minimus et les autres pièces qui viendront dans le futur, une chose est certaine, ton rôle en tant que directrice artistique et aussi du reste de ton équipe fait qu'il y a une offre culturelle à valeur ajoutée dans la région. Oui. Absolument. J'aimerais ça tout de même poursuivre sur la mise en scène. C'est possible? Ou, déjà, le temps file, mais pour ceux qui voudraient en savoir davantage, il y aura toujours l'opportunité peut-être de te croiser et de te poser davantage de questions sur le sujet, ou qui sait, peut-être une autre chronique culturelle où on établira les bases de la mise en scène. Excellent. C'est déjà tout pour cette émission de La Meute, mais revenez-nous la semaine prochaine où cette fois-ci, nous aurons encore une fois des discussions échauffées et plein de faits qui vont très certainement vous divertir. Bonne semaine.